Megan, what are you doing? You don't look like my grandma. She's not your grandma. Comprendre la nature des monstres dans From est essentiel pour percer le mystère de cette série à succès. Voici ce qu'on sait et des théories. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Ces entités énigmatiques sont au cœur des événements qui se déroulent dans l'étrange village, qui piège et tente de briser les personnages de From. Comme dans toute bonne histoire d'horreur surnaturelle, les monstres ne sont pas de simples tueurs terrifiants, mais sont intimement liés au thème plus vaste de la série. Avant l'arrivée de la famille Matthews dans le pilote, Boyd avait instauré une paix relative dans le village. Après la découverte des talismans, les habitants ont plus ou moins accepté la présence des monstres se cachant la nuit et faisant de leur mieux pour les ignorer. Pendant un temps, cette stratégie a fonctionné et les monstres sont devenus un élément parmi d'autres de leur monde. Pourtant, malgré l'approfondissement des connaissances des habitants sur leur environnement, les monstres nocturnes sont restés au cœur du folklore local. Le final haletant de la saison 3 a apporté des éclaircissements les plus importants à ce jour sur l'origine des monstres et leur rôle dans le village. Les survivants continuent d'explorer les conséquences de ces révélations dans la saison 4, mais bien sûr, chaque nouvelle réponse soulève de nouvelles questions, tandis que l'intrigue se dessine peu à peu. À la fin de la saison 3, Fatima a appris que les monstres sacrifiaient leurs enfants pour pouvoir vivre éternellement. De leur côté, Tabitha et Jade ont enfin découvert que ces enfants étaient en réalité les enfants Ankoé, qui essayaient depuis longtemps de leur communiquer quelque chose. Les monstres avaient depuis longtemps prouvé leur invulnérabilité, mais la grossesse profondément traumatisante de Fatima a confirmé que même s'ils venaient à mourir, ils renaîtraient. Si cette découverte apporte un éclairage attendu sur l'histoire des origines des monstres, elle n'explique pas leur véritable nature, ni comment ils ont acquis leur pouvoir. L'arrivée de Sophia dans la saison 4 a révélé de nombreuses informations inédites sur l'homme en jaune. Outre sa capacité à se métamorphoser, il semble également capable d'infliger douleur, guérison et psychose. Ses pouvoirs paraissent rituels, s'apparentant peut-être à la sorcellerie. Sophia doit toucher ses victimes ou réciter une incantation pour les affecter. L'homme en jaune est présenté comme le grand méchant et est probablement celui avec qui les monstres ont conclu un pacte ancestral d'immortalité. En apprendre davantage sur sa place dans le village et sur sa véritable nature permettra sans aucun doute de mieux comprendre ce qu'il a fait des monstres. Certaines règles que suivent les monstres révèlent leur véritable identité. L'une d'elles est qu'ils ne sortent que la nuit et pénètrent généralement dans le village que depuis les bois. Ce lien entre les monstres, la nuit et la forêt exploite des peurs humaines profondément archétypales, et sa portée dépasse largement le simple fait d'instaurer l'atmosphère de film d'horreur de la série. Même si les monstres ne se consument pas en cendres au soleil, leur réticence à apparaître en plein jour évoque indéniablement l'image vampirique. Il est à noter que From a tenu à intégrer régulièrement le christianisme au mystère de la série, tout en soulignant que le village ne possède aucune version de la Bible ni aucun autre texte sacré, comme le père Catry l'a rapidement précisé dès la première saison. Traditionnellement, les vampires abhorrent les symboles sacrés tels que les crucifix et l'obélite. Par ailleurs, il est presque certainement peu probable que ce soit un hasard si l'homme en jaune a pris l'apparence de la fille d'un prêtre pour infiltrer la ville. Sophia cite régulièrement la Bible avec une familiarité déconcertante et peut-être un mépris à peine dissimulé qui correspond à son caractère par ailleurs démoniaque. La mythologie de From est unique en son genre, mais elle semble fortement ancrée dans les conceptions traditionnelles, parfois bibliques, du bien et du mal. La nature vampirique et démoniaque des monstres et de l'homme en jaune joue un rôle majeur dans la construction de l'image thématique de la série. Autant, sinon plus, que de tuer les habitants, les monstres cherchent à les terroriser. Ils manipulent fréquemment les villageois, les narguant avec des informations personnelles troublantes qu'ils semblent détenir. Ils ont même épargné Boyd alors qu'ils auraient pu le tuer, préférant le briser psychologiquement en le forçant à assister à la torture de Tian Chen. Dans le retournement de situation le plus sadique à ce jour, les monstres ont ramené le corps de Jim grâce à une ruse qui a forcé Julie et Ethan à le découvrir. Ces monstres, arborant un sourire permanent, semblent s'amuser de tout cela, mais la peur qu'ils inspirent aux habitants sert sans doute un dessein plus profond que le simple plaisir. Depuis la saison 4, l'importance de l'espoir et de la pensée positive est constamment soulignée. Julie a rappelé à Ethan que
Tout ce qui nous appartient ici, c'est ce en quoi nous croyons. Il faut donc croire en de bonnes choses. Fatima construit un golem car cela lui donne de la force. Cela la rassure. C'est le seul moyen qu'elle connaisse pour se défendre. De son côté, Sophia profite de son séjour dans le village pour saper la positivité à chaque occasion. En provoquant le retour des voix de Sarah, elle a anéanti toute la clarté que cette dernière avait acquise concernant les forces du bien et du mal dans le village. En tourmentant Marielle de Vision, elle a poussé l'infirmière à déclarer « Désespérée, même après la mort, on ne peut jamais vraiment partir d'ici ». L'aspect psychologique des monstres et de l'homme en jaune suggère que l'état mental des habitants est tout aussi vital pour leur fuite que leur survie physique. L'épisode 5 de la saison 4 donne aux habitants une raison plus urgente d'avoir des pensées positives. La série laissait entendre depuis longtemps que la forêt, au-delà du village, abritait d'autres horreurs que les monstres nocturnes et même l'homme en jaune. Cet épisode a enfin révélé au moins une chose qui dormait dans la forêt depuis tout ce temps. Alors qu'ils récoltaient leur culture, des villageois ont découvert d'énormes poupées terrifiantes gisant au fond du lac. Tentant de survivre à la nuit dans leur campement, ces poupées géantes ont pris vie, insensibles aux talismans et vulnérables aux pieux trouvés à proximité. Cette expérience a réveillé un souvenir chez Tabitha. Un habitant du village, dans un cycle précédent, faisait des cauchemars à propos de ces poupées. Et après sa mort, ces cauchemars étaient devenus réalité dans les profondeurs de la forêt. Sans doute, les poupées géantes ne sont que la partie émergée de l'iceberg des cauchemars qui ont pris vie dans la forêt. Ces cauchemars rejoignent l'homme en jaune et les monstres nocturnes, terrorisant les habitants et révélant la profondeur des émotions que sont la peur et le désespoir. En découvrant l'histoire des enfants Ankoé, Tabitha et Jade réalisèrent qu'ils revenaient sans cesse au village depuis des siècles, incarnant à chaque fois une nouvelle personne qui tentait en vain de sauver ses enfants. Ainsi, le sacrifice ancestral de leurs enfants par les monstres, en échange de l'immortalité, est à l'origine du cycle éternel du village. Tous les cycles précédents se sont soldés par un massacre où les habitants se sont entretués, tuant chaque incarnation de Tabitha et Jade, ainsi que de nombreuses autres victimes. Le seul moyen pour Tabitha et Jade de survivre est sans doute de percer tous les mystères du village et de libérer les âmes des enfants Ankoé, avant ce massacre inévitable. Étant donné qu'aucun cycle n'a jamais abouti, on ignore ce qu'il adviendrait des monstres si Tabitha et Jade parvenaient à libérer les âmes des enfants sacrifiés. Toutefois, puisque ces enfants étaient la clé de leur immortalité, les libérer risquait de perturber la force surnaturelle qui maintient les monstres en vie. Les craintes de Victor, qui mesure le temps à travers le mouvement des arbres, ainsi que la déclaration de l'homme en jaune selon laquelle le moment où les habitants s'entredéchirent est son moment préféré, laissent penser que les habitants sont voués à un destin prédestiné. Un compte à rebours inexorable s'égrénant déjà avant la fin de leur séjour à Fromville, d'une manière ou d'une autre. Longtemps, la théorie des fées noires, Sluag, a dominé, avant de disparaître subitement suite aux récentes révélations de Tabitha et Fatima. Même si elles semblent avoir été réfutées, ces théories étaient plutôt convaincantes et s'appuyaient sur de nombreux éléments. Beaucoup ont notamment cité le mot « fae », soulignant qu'il peut signifier « from » dans certains dialectes écossais. Se référant au folklore celtique, les théoriciens notent que les fées, également appelées fae, étaient souvent les créatures sombres et violentes. Dans certaines légendes, il s'agissait d'êtres quasi divins de taille humaine qui ne sortaient que la nuit. Un type de fée, les Sluag, serait l'esprit cannibale des morts tourmentés et impardonnables. Toutefois, malgré les révélations importantes de Tabitha et Fatima, cette théorie n'est peut-être pas totalement réfutée. Le monde de Fromville semble imprégné de mythologie. Il est donc logique que ceux qui ont sacrifié leur enfant en échange de l'immortalité se retrouvent condamnés à errer dans une dimension parallèle, âmes cannibales damnées par leurs propres méfaits. La présence de la femme en kimono qui représente la yokai Dula d'un arbre à 3 racines semblables à Yggdrasil de la mythologie nordique et autres, sans oublier tous les symboles runiques disséminés, des talismans et autres, renforcent l'idée que la mythologie joue un rôle essentiel dans cette réalité d'une manière ou d'une autre. Une autre théorie très répandue suggère que ces créatures cauchemardesques seraient une réinterprétation des mythes natifs des Wendigo ou Skinwalkers. Si cette hypothèse s'avère exacte, elle pourrait expliquer pourquoi seuls les habitants des États-Unis semblent arriver à Fromville. Comme le montrent certains autres projets, les légendes des Wendigo sont issues des traditions orales algonquiennes, tandis que celles des Skinwalkers proviennent du folklore navarro. Si la théorie de la malédiction du Wendigo semble de prime abord corroborée par le choix des habitants de sacrifier leurs enfants en échange de la vie éternelle, elle se révèle de plus en plus incohérente lorsqu'on examine de plus près ces traditions orales natives. Comme l'expliquent certains
certains natifs, les légendes des Skinwalkers et des Wendigo sont toutes deux liées à des traditions des natifs qui abordent la dualité de l'être humain. C'est un peu comme si, en choisissant le mal, on en subissait les conséquences, ce qui expliquerait l'apparence humaine de ces créatures. D'autres natifs disent que les Skinwalkers sont des métamorphes qui étaient autrefois des guérisseurs, mais qui ont sacrifié un être cher pour acquérir leur pouvoir plus rapidement. À l'instar de la chronologie de Lost, une autre série se déroulant dans un lieu mystérieux d'où personne ne peut sortir, les événements qui se déroulent à Fromville incitent les fans à figer l'écran et à passer des heures à en déchiffrer le sens caché. Contrairement aux précédentes séries à énigmes, les producteurs de From ont promis que cette fois-ci, leur narration totalement improvisée serait bien structurée. Grâce à ces promesses, les fans ont repéré toutes sortes de détails, comme les dates griffonnées sur le mur du phare et une peinture rupestre représentant ce que les fans appellent la méduse rouge, dessinée à côté d'un croquis du symbole de la racine de l'arbre de Jade. De nombreux fans pensent que la méduse rouge symbolise une entité qui contrôle tout à Fromville, de la météo aux radios, en passant par les jukebox, une entité qui pourrait ressembler ou non à une véritable méduse rouge. Selon cette théorie, les monstres obéissent aux ordres de cette entité, et c'est très probablement elle qui les a convaincus de sacrifier leur enfant. Comme le souligne cette théorie, les créatures semblent agir de concert sous l'influence de quelqu'un ou de quelque chose, comme lorsqu'elles ont soudainement changé leur habitude une nuit. Bien sûr, nul doute qu'il s'agit de l'homme en jeune qui peut utiliser plusieurs formes, mais sa première forme est cette méduse rouge. Alors bien sûr, je suis comme vous, j'attends les réponses avec impatience, mais le fait que l'homme en jaune soit une créature, un monstre hideux, ça me plaît bien. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. N'hésite pas à mettre des théories aussi. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Night, night, night.